Ne vous laissez pas enfermer par l'idée qu'il y a une bonne manière de faire les choses. Le portrait, c'est un style de photo que j'adore, mais c'est un style de photo sur lequel il y a énormément d'idées reçues. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi 3 des principales idées reçues sur le portrait sont n'importe quoi, et pire que ça, vous empêchent de progresser. Première idée reçue, un bon portrait, ça se fait à pleine ouverture. Vous avez sans doute déjà entendu que un bon portrait, ça se faisait à f1.8, f1.4 ou même 1.2 si votre matériel vous le permet. L'idée en ayant une ouverture maximale, c'est d'avoir une zone de flou minimale, c'est-à-dire qu'on va avoir la mise au point qui va être faite sur le visage il est net, et l'arrière-plan est complètement flou. Alors bien sûr, ça fait des belles images, hein, c'est pas interdit de faire des portraits à pleine ouverture, mais pour moi, ça fait des portraits qui sont un petit peu ennuyeux. Un bon portrait, c'est pas juste montrer quelqu'un. Un bon portrait, c'est montrer quelqu'un dans son environnement. Un bon portrait, c'est montrer quelqu'un et son rapport à l'environnement qui l'entoure. En floutant complètement l'arrière-plan, vous supprimez complètement la relation entre le sujet et son environnement. C'est-à-dire que le flou, il a un peu un côté cache-misère. On se concentre sur le visage, la personne en face de nous a un joli visage, c'est un joli portrait, point. On se pose pas la question de où est-ce qu'il a été pris ce portrait, comment, pourquoi, c'est qui ces gens. Donc pour moi, abuser des grandes ouvertures du flou d'arrière-plan, c'est faire des photos un petit peu ennuyeuses. Alors, pourquoi je dis qu'un portrait, c'est la relation entre le modèle et son environnement? Regardez-moi ces 2 photos. Sur la première, vous avez un visage, et le reste est flou. C'est un portrait, on va dire, classique, comme on en voit des milliers. Le visage, en fait, il dit pas grand-chose. Il y a peu d'informations. On peut avoir une idée sur le genre de la personne, sur son ethnicité et sur son âge. C'est tout. On n'a pas d'autres infos. Mais c'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est ici? Comment a été prise la photo? C'est quoi la relation entre le modèle et le photographe? On n'a aucune de toutes ces réponses. Du coup, les seules personnes qui vont être vraiment intéressées par cette photo sont les personnes qui connaissent la personne photographiée. Si forcément la personne photographiée, c'est votre gamin, c'est votre sœur, c'est votre grand-mère, là forcément la photo elle va être intéressante pour vous. Mais pour quelqu'un d'autre qui ne connaît pas votre gamin, votre sœur, votre grand-mère, la photo c'est juste une photo de quelqu'un, quoi, point. Il n'y a rien d'autre. Donc cette photo, ça va être une bonne photo pour les proches, la famille et les amis de la personne photographiée, mais pour tous les autres, c'est juste une jolie photo d'une personne, point. Prenez maintenant ce portrait-là, ou encore ce portrait-là, ou celui-là. Ce sont des photos que je considère de bons portraits. Et dans tous les cas, le sujet, il est placé à l'intérieur d'un environnement. Il est placé en relation à son environnement. Son environnement, il va donner plus ou moins d'informations, mais il va quand même nous donner quelque chose, il va nous donner du grain à moudre, il va nous donner à réfléchir, il va nous donner à comprendre, il va nous donner une idée, mais qui est cette personne? Pourquoi elle est là? Où est-ce qu'elle habite? Alors on n'a pas toutes les réponses de manière extrêmement claire, évidemment c'est plus subtil que ça, mais ça nous donne plein d'informations, ou en tout cas d'indices. Et ça rend ces portraits beaucoup plus intéressants, parce que ces portraits, ils peuvent nous raconter une histoire. Il y a du storytelling dans une image unique. Si on enlève tout l'environnement, on enlève tout le storytelling. Bref, faire des portraits à f1.4, c'est faire des portraits fades et avec assez peu de portée artistique. Ça peut être esthétiquement joli, mais c'est souvent peu intéressant. Il va manquer la portée universelle. Ça peut être un très beau portrait de votre mère ou de vos frères, mais ça n'intéressera personne d'autre. Moi, je vous conseille de faire vos portraits à des ouvertures qui sont plus petites, des ouvertures autour de f4, f8. Je trouve que c'est un bon compromis. Ça va flouter quand même un petit peu l'arrière-plan en fonction de votre distance au sujet, mais ça va quand même donner la possibilité à l'arrière-plan de un peu plus se montrer, de donner plus d'informations, et du coup de créer des portraits qui sont plus intéressants. Pour diminuer le flou d'arrière-plan, on peut aussi prendre un petit peu de recul et faire des portraits qui ne sont pas uniquement centrés sur le visage, mais centrés sur la personne dans son entier. Deuxième idée reçue sur le portrait, pour faire une bonne photo de portrait, il faut utiliser des longues focales. La focale, je dirais, traditionnelle pour le portrait, c'est quelque part entre 50 et 135 mm, et je pense que s'il fallait en choisir qu'une seule, ça doit être 80-85 mm. Pourquoi on utilise des grandes focales pour faire du portrait en photo? C'est parce qu'il y a une légende tenace dans le monde de la photo qui dit que les courtes focales vont déformer les perspectives. Alors je répète, c'est une légende, j'en ai parlé longuement dans cette vidéo si vous voulez la voir, mais les courtes focales ne déforment pas les perspectives. En fait, les perspectives ne sont pas changées par la focale, les perspectives ne sont changées que par la distance qu'il y a entre le photographe et le sujet. Allez voir la vidéo si vous voulez des preuves. Oui, évidemment, il est possible de faire des portraits avec des focales courtes, voire même avec des grands angles. Soit on n'a pas une déformation et on prend suffisamment de distance pour faire un portrait en focale courte qui n'a pas de déformation, mais fatalement ça ne sera pas un portrait serré, ce sera un portrait en pied, et c'est tant mieux parce que c'est un portrait qui va intégrer plus de décors, plus d'informations, on en parlait juste avant, donc pour moi ça sera un meilleur portrait. Je peux vous trouver plein d'exemples de portraits pris entre 23 et 35 mm, c'est des super portraits. Et ce sont des images qui contiennent beaucoup plus de storytelling que des portraits rapprochés, quoi. Et une autre possibilité pour faire du portrait avec de la focale courte ou du grand angle, c'est justement d'embrasser ces déformations et de les utiliser dans notre image en se rapprochant du sujet
Faut vraiment utiliser cette distance faible pour déformer une partie du sujet. Il y a pas mal de photographes qui se sont essayés à ce jeu-là, et si personnellement c'est pas vraiment mon truc, il y a quand même des photos intéressantes, au sens où en utilisant bien cette faible distance avec ces courtes focales, on peut créer des déformations, accentuer un petit peu certaines parties du visage, mettre l'accent sur telle ou telle caractéristique. Bref, ça peut faire des photos qui sont intéressantes et proposer un point de vue un petit peu nouveau sur une personne. Donc non, on n'est pas du tout obligé d'utiliser un 85 mm pour faire du portrait. Troisième idée reçue, un portrait, c'est une photo qui montre le visage de la personne photographiée. Là, on sort des aspects purement techniques et on va parler un peu plus de ce que philosophiquement c'est un portrait. Un portrait, c'est défini par Larousse comme, attendez, une représentation de quelqu'un par le dessin, la peinture, la photographie, etc. Je trouve le vocabulaire intéressant ici. On dit pas il faut montrer quelqu'un, on dit il faut représenter cette personne. Le portrait, c'est une représentation. Et la représentation, elle peut être faite de plusieurs manières. Elle peut être figurative, mais elle peut aussi être symbolique. Un exemple de représentation en dehors de la photo, c'est si vous voyez ce pictogramme-là, vous savez immédiatement que c'est un pictogramme qui indique l'emplacement des toilettes. Et pourtant, il n'y a pas de toilettes dessinées sur ce pictogramme-là. Mais vous connaissez le symbole, et donc ça va directement vous faire penser à des toilettes. Ça va pas vous faire penser à un petit monsieur et une petite dame. Ça vous fait penser à des toilettes. C'est ça la représentation symbolique. À mon sens, le portrait en photo, c'est la même chose. On cherche à créer une représentation de cette personne. Cette représentation peut passer par le fait de la montrer directement. Regardez, c'est son visage. Ça, on va dire, c'est la manière la plus évidente, parce que notre visage, nos yeux particulièrement, ce sont un peu notre carte de visite. C'est la première chose qu'on montre au monde, donc c'est quelque chose qui nous représente. Donc effectivement, ça va marcher. Mais on peut aussi faire ça de manière un petit peu plus subtile. On peut représenter quelqu'un de plein d'autres manières. On peut représenter quelqu'un en montrant seulement une partie de son corps, ou quelqu'un en le montrant de dos sans montrer son visage. On peut représenter quelqu'un en montrant juste son ombre. On peut faire un portrait en montrant la présence, ou la non-présence même. On peut représenter avec une position, avec une silhouette, avec des habits, avec une attitude, avec un feeling, avec un environnement, avec une ambiance. Bref, il y a plein de manières de représenter quelqu'un. Donc la définition de portrait, pour moi, elle est beaucoup plus large que juste il faut montrer quelqu'un, point. Donc oui, on peut faire des photos sans montrer le visage, et ce sont toujours des portraits. On peut faire des photos de dos, on peut faire des photos où le visage est caché, on peut faire des photos où le visage il est dans l'ombre, ou même des photos où on ne voit qu'une partie du corps. Si le but de votre image, c'est la représentation de la personne, alors ça sera un portrait. Bon, après tout ça, je suis d'accord que c'est un petit peu de la sémantique, mais c'est parce que j'ai envie d'ouvrir un petit peu votre perspective sur qu'est-ce que c'est que le portrait. C'est en partie l'idée derrière mon projet Segmented Self. Je fais des photos de petits bouts de corps humain de personnes, et je les assemble pour en faire des mosaïques, et ces mosaïques sont à mon sens des portraits des modèles photographiés. Parce que en se concentrant sur le corps, on se concentre sur une partie de l'histoire de la personne, on représente des choses sur elle, on montre des choses sur cette personne, et donc cette représentation, même si elle n'est pas figurative, c'est quand même un objet final qui dit quelque chose sur la personne photographiée, et donc c'est un portrait. Des exemples de portraits sans visage, je peux en trouver plein, c'est même souvent des photos très cool. En me baladant sur Google, je suis même tombé sur un site internet qui s'appelle le Faceless Portrait Project, par une photographe dont je vais pas prononcer le nom, mais je vous mets son nom à l'écran parce que je sais pas comment ça se prononce. Et c'est une petite série avec un ensemble de portraits sans visage que j'ai trouvé assez cool, et surtout c'est une bonne illustration de ce que je voulais vous faire comprendre. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez aller voir. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Evoto AI, un logiciel que je vous ai déjà présenté, qui utilise l'intelligence artificielle pour vous faciliter la retouche, principalement la retouche de portrait. Et aujourd'hui on retouche un portrait de Iris, une modèle que j'ai photographiée récemment, d'ailleurs la vidéo arrive bientôt sur la chaîne. On va commencer par une retouche de peau, donc on supprime les petites imperfections sur la peau, j'appuie sur la barre espace pour voir le avant-après, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite je vais remodeler un petit peu le visage. Je vais l'affiner un petit peu, alors il faut aller doucement pour que ça soit discret, quelque chose comme ça, si je regarde avant-après. Le point suivant, c'est les yeux. Je vais aller m'occuper un petit peu de la luminosité dans les yeux, dans le blanc des yeux, et dans les iris, pour faire ressortir un petit peu sa belle couleur d'yeux. Bon, elle n'a pas de lunettes, mais on peut aussi enlever le reflet dans les lunettes. Ensuite, je vais m'occuper de ses cheveux, pour enlever un petit peu les cheveux rebelles qui sont sur son front. Et voilà, en termes de retouche de la peau, on est bien, et maintenant, on va aller chercher une colorimétrie. Je peux faire ma retouche moi-même ou sélectionner un des profils IA, et moi j'aime bien le profil rayon doré. On ajoute les retouches que j'ai fait sur le visage, et voici la version finale de mon image. C'est fou à quel point j'ai pu faire une retouche assez poussée en à peine quelques clics. Et si j'ai envie de sauvegarder cette retouche, je peux créer un preset, ou alors synchroniser toutes mes photos avec exactement les mêmes réglages. Et regardez, toutes mes images sont retouchées. Si vous êtes curieux, il y a un lien pour avoir 30 crédits gratuits pour utiliser le logiciel dans la description. Merci à Evoto AI pour me faire gagner autant de temps dans ma retouche de portrait, et merci de soutenir la chaîne. Le point commun de ces 3 idées reçues sur le portrait, c'est que ce sont toutes des idées qui sont un petit peu des facilités. Si vous faites un portrait qui reprend ces 3 canons, ouvrir son objectif à pleine ouverture et faire un portrait serré, ça permet de flouter l'arrière-plan, de cacher un peu toute la misère derrière. Le flou d'arrière-plan, ça fait pro. Mais au final, ça pousse pas à la création, ça pousse pas à soigner sa composition, parce qu'on a juste un visage et point, c'est tout quoi. Ça pousse pas à raconter une histoire, ça pousse pas à montrer la relation entre le sujet et l'environnement.
C'est un petit peu la même chose avec les longues focales. Faire des photos, la longue focale, ça permet d'avoir des perspectives bien écrasées comme on nous apprend à l'école de photo, mais c'est prendre aucun risque. Et montrer le visage systématiquement, ça permet d'avoir un point d'accroche facile pour le regard du spectateur. Encore une fois, c'est une facilité. J'ai l'impression que tous les points qu'on a vus aujourd'hui, c'est un petit peu devenu le droit canon du portrait. On ne peut pas sortir de ces rails-là. C'est un peu un passage obligé, c'est quelque chose qu'on apprend quand on apprend le portrait, et après c'est pas très grave de passer par là, mais si on reste là-dedans, ça veut dire que tous nos portraits vont tous se ressembler. Bim, plein d'ouverture, portrait serré, on voit le visage, et on shoot tout à 85 mm, les portraits c'est tous les mêmes à la fin. C'est marrant, moi j'ai jamais pensé que j'aimerais le portrait, parce que quand j'ai commencé la photo, je trouvais le portrait pas intéressant. Je comprenais pas ce qu'il y avait à raconter avec du portrait, et maintenant j'adore ça le portrait, parce que j'ai compris que le portrait c'est beaucoup plus large que des gros plans sur des jolies filles. J'ai compris aujourd'hui que c'est beaucoup plus que ça, et que ce que je pensais à l'époque, ça préfigurait un petit peu de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, en fait, j'aimais pas le portrait comme je le voyais partout, le portrait chiant comme je l'appelle, mais en revanche, le portrait, ça peut avoir une portée beaucoup plus universelle, beaucoup plus intéressante, avec beaucoup plus de choses à dire, et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc j'ai envie de vous inviter à explorer un peu plus. Ne vous laissez pas enfermer dans les trucs qu'on vous a dit de faire, brisez un peu les règles et essayez, faites du portrait, différemment, faites du portrait qui va plus vous parler. Et vous allez voir, hein, vous pouvez être surpris. Alors bien sûr, il y a plein de petites exceptions. Si vous êtes photographe social, par exemple, si vous faites des photos de famille, on vous demande de faire des jolis portraits. C'est des portraits qui sont d'une famille destinée à cette famille. Donc tous les gens qui vont voir cette photo connaissent la personne concernée. Donc là, effectivement, on va vous demander de faire des portraits classiques. Mais là, je parle d'une démarche un petit peu personnelle, un petit peu plus artistique, un truc où vous voulez un peu raconter quelque chose, quoi. Et encore, maintenant que j'y pense, même avec la photo de famille, on peut avoir la même réflexion. Ce portrait, par exemple, c'est une belle photo de mon fils. Moi, j'adore cette photo, parce que c'est mon fils, que mon fils, il est beau, mais j'imagine que quiconque ne connaît pas mon fils n'est pas très intéressé par cette photo. Portrait, quoi. En revanche, cette autre photo de mon fils, qui est prise complètement à contre-pied des règles classiques du portrait, est pour moi une bien meilleure photo. Il y a bien plus d'informations, il y a bien plus d'environnement, on voit beaucoup plus de vie, on voit beaucoup plus de choses qui se passent, et je pense que cette photo, elle peut être intéressante beaucoup plus largement. Elle peut intéresser, par ses qualités esthétiques, des personnes plus largement que le cercle personnel de ma famille. Dernière chose, et là je vais répéter quelque chose que je dis très souvent sur cette chaîne, si vous suivez cette chaîne, de manière générale, les règles, ça vous enferme. Les règles, c'est bien pour apprendre, c'est bien pour débuter la photo, c'est bien pour comprendre comment marchent les choses, mais assez rapidement, il faut sortir un petit peu des règles, essayer des trucs différents, et le portrait, c'est pas une exception. Essayez des trucs un petit peu différents, faites du portrait en grand angle, faites des gros nez aux gens, essayez des portraits en contre-plongée, essayez des portraits avec les yeux fermés, essayez des portraits avec la mise au point faite autre part que sur le regard. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez essayer qui sont en dehors des canons de beauté du portrait, qui peuvent être vraiment intéressantes. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Ne vous laissez pas enfermer par l'idée qu'il y a une bonne manière de faire les choses. Ça n'existe pas, il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de faire des photos. En fait, il y a des recettes qui marchent bien, donc c'est cool si on veut essayer de reproduire un gâteau. Par contre, c'est vu et revu, quoi. Donc s'il vous plaît, faites des portraits à f8, faites des portraits avec des courtes focales, faites des portraits où on ne voit pas la tête, ça sera des super portraits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide de 40 pages qui s'appelle « Comment devenir un meilleur photographe en 12 semaines ». Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!